Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est votre journal des médias. Quel est le sommaire du jour? L'inquiétude du monde du foot, la plainte de la police contre Mediapart, l'hommage de Plus belle la vie à Samuel Paty et la fin de Quibi. On commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision? France 2 pointe à la première place avec le retour de 10%. Les 2 épisodes de la série française ont été suivis en moyenne par 3,8 millions de téléspectateurs, soit 17,3% du public. C'est un très bon score, mais légèrement inférieur à l'excellent lancement de la saison 3 il y a 2 ans. C'est M6 qui se place deuxième avec la suite du meilleur pâtissier. Le concours animé par Julia Vignali a été suivi par 3 millions de personnes, soit 15% du public. C'est son meilleur score cette saison. TF1 s'est donc contenté de la 3e position avec la reprise de la saison 16 de Grey's Anatomy. Les 2 épisodes inédits affichent une moyenne de 2,7 millions de téléspectateurs seulement pour 11,9% de part d'audience. La Une est leader de peu sur les femmes de moins de 50 ans avec à peine 25% de part d'audience. Alors Grey's Anatomy, ce score c'est 1,2 million de téléspectateurs en moins que la dernière soirée inédite de Grey's Anatomy au printemps dernier. Culture Média. Et vous commencez ce journal des médias avec une autre audience, celle de l'hommage national rendu au professeur Samuel Paty. Hier, TF1, France 2 et les chaînes info ont retransmis la cérémonie organisée à la Sorbonne en hommage au professeur assassiné la semaine dernière. La chaîne privée a pris l'antenne à 18h45 avec Julien Arnaud, Fabrice Dalméda et Adrien Gindre. La chaîne publique était en direct dès 18h30 avec Laurent Delahousse et Nathalie Saint-Cric. Alors côté audience, il faudra attendre plus tard dans la matinée pour avoir les chiffres des chaînes info, mais je peux déjà vous donner ceux de TF1 et France 2. En ce qui concerne la cérémonie en elle-même, donc de 19h30 à 20h05, ils étaient 4,3 millions sur TF1, soit 19,5% du public. France 2 est juste derrière, à 4,2 millions et 19,3% de part d'audience. Presque 40% d'audience, sans compter les chaînes d'infos continues. Question, que va devenir la chaîne Téléfoot? Voilà 2 mois à peine que la chaîne a été lancée et le monde du foot est inquiet quant à son avenir. Alors si elle s'est offert le nom de l'émission culte de TF1, la chaîne Téléfoot appartient au groupe sino-espagnol Mediapro. Il a débarqué dans le marché des droits sportifs français en 2018 en déboursant 780 millions d'euros pour s'offrir l'essentiel de la Ligue 1 et la Ligue 2 de 2020 à 2024, donc sur 4 saisons, donc coiffant au poteau Canal+ et beIN Sport notamment. Mais Mediapro est-il en mesure de payer ce qu'il doit à la Ligue de football professionnel, la LFP? Il y a 15 jours, le groupe a demandé à renégocier le prix de la première saison de son contrat à cause de la crise sanitaire. Il a tenté d'obtenir un délai pour payer son échéance d'octobre, on en avait parlé, elle s'élève à 172 millions d'euros, mais la LFP n'a rien voulu entendre. Et hier, Mediapro a organisé une conférence de presse pour mettre les choses au point et tenter ou rassurer le milieu du foot. Oui, parce que les clubs sont inquiets, les droits de retransmission des matchs leur sont en grande partie reversés, ils craignent donc pour leur finance. Mais Mediapro s'est voulu rassurant. Il a rappelé que le groupe existait depuis 25 ans, qu'il n'était pas question de remettre en question, voilà, je me répète un peu, le contrat de 4 ans qui lie donc Mediapro à la LFP, mais uniquement le montant de la première saison. Un processus de conciliation a été lancé et il pourrait durer 4 mois. Au passage, Mediapro a aussi communiqué pour la première fois sur le nombre d'abonnés à la chaîne Téléfoot. Il a tenu à démentir le chiffre calamiteux qui avait été donné par le Canard enchaîné, un chiffre de 278 000 abonnés. Selon Mediapro, il y en aurait actuellement 600 000, donc le double, mais c'est 6 fois moins que le nombre nécessaire pour parvenir à l'équilibre financier. Alors là encore, le patron du groupe s'est montré confiant, je cite, « Notre projet était pour 4 ans, nous le maintenons, on savait qu'il ne serait pas rentable dès la première année, on savait qu'on n'aurait pas des millions d'abonnés dès le premier jour, on se tient à ce projet. » Tout à fait autre chose, le ministre de l'Intérieur porte plainte contre Mediapart. C'est le point qu'il a annoncé hier. Gérald Darmanin a déposé plainte contre le site d'information d'Edoui Plenel pour diffamation publique envers la police nationale. En cause, un billet publié sur le blog de Mediapart, écrit par un des abonnés du site et non par un membre de sa rédaction, c'est important de le dire. Ce billet est intitulé « Exécution sommaire du suspect, nouvelles normes en matière de terrorisme ». Le texte prend pour cible la police, je cite donc ce billet, « Dès qu'il s'agit de terrorisme, c'est-à-dire d'un crime commis par une personne musulmane envers une personne non musulmane, la police semble avoir le droit, voire le devoir de tuer ». L'auteur du billet, qui a publié sous pseudonyme, dénonce, je cite, la barbarie policière qu'il compare à la barbarie terroriste. Alors du côté de Mediapart, on rappelle que le site n'est pas responsable du contenu du blog à partir du moment où il est hébergeur et non éditeur du blog. Par ailleurs, le site assure qu'aucune demande de dépublication du billet en question n'a été faite par le ministère ou un représentant de la police avant le dépôt de la plainte. Et alors, niveau réactivité, Plus belle la vie a fait fort hier soir. On parlait de l'hommage à Samuel Paty alors qu'il était diffusé en fin de journée en direct de la Sorbonne. Le feuilleton quotidien de France 3 a rebondi sur cette actualité tragique dans son épisode du jour. Vous êtes là, vous aussi? Ah oui.
La salle des profs, c'est le meilleur endroit pour rendre hommage à Samuel Paty. Nathan est prévenu. Il va pas tarder à arriver. Ça va, Claude? J'arrête pas de penser que ça aurait pu arriver à l'un d'entre vous. Ben, c'est sûr. J'ai donné un cours d'éducation civique sur la liberté d'expression il y a à peine 2 semaines aux élèves. C'est pas le moment de lâcher. Non, surtout pas. On va continuer. Pour nos enfants. Pour la liberté d'expression. Pour la liberté d'instruire. Je vous soutiendrai de toutes mes forces. Dans cette séquence, le proviseur Claude Rochat, la prof de français Cécilia Ornus et sa collègue Coralie Blin sont en salle des profs pour rendre hommage à leurs confrères décapités la semaine dernière après avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. Le métier de prof n'a jamais été aussi dur mais jamais aussi nécessaire. Merci d'y croire encore, ajoute le principal. Alors ce n'est pas la première fois que Plus belle la vie réagit ainsi à l'actualité. Le feuilleton s'est toujours attaché à s'ancrer dans la réalité et donc à réagir au drame qui secoue la société française. En septembre dernier d'ailleurs, un clin d'œil à Jacques Chirac avait été glissé dans l'épisode diffusé le lendemain de sa disparition. Et en 2015, les comédiens avaient aussi rendu hommage aux victimes des attentats du 13 novembre. Et puis on termine ce journal avec la mort d'un service de streaming. Et oui, Quibi, c'est fini. Et dire que c'était censé être l'avenir du streaming. Alors Quibi... C'est toujours drôle, on ne devrait pas rire, mais ça nous fait toujours marrer. Alors Quibi, c'est une plateforme lancée en avril dernier qui devait révolutionner la consommation de vidéos en ligne. Derrière ce projet, il y avait Jeffrey Katzenberg, qui était le cofondateur des studios de cinéma DreamWorks, et Meg Whitman, qui était notamment l'une des premières patronnes du site d'enchères eBay. Les deux associés avaient convaincu tout le monde à Hollywood de les suivre dans ce projet où les contenus, qui pouvaient être des séries ou des unitaires, étaient imaginés pour être consommés en premier lieu sur le smartphone. Quibi avait levé 2 milliards de dollars pour produire des contenus de 10 minutes maximum, commandés à des grands noms comme Steven Soderbergh, Antoine Fuqua, Steven Spielberg et Catherine Hardwicke. Et alors pourquoi ça ferme si tôt? Ils ont dépensé déjà les 2 milliards de dollars? Même pas en fait. Selon la presse américaine, il y aura encore plusieurs centaines de millions de dollars sur les comptes de Quibi, mais les deux fondateurs ont perdu espoir que le service décolle réellement. Alors qu'ils tablaient sur 7 millions d'abonnés à l'issue de la première année, les estimations avaient chuté à 2 millions seulement, à peine 2 mois après le lancement de Quibi. Il faut dire que le service a été dévoilé au public en avril, juste au moment où les États-Unis se sont confinés. Alors pas facile de vendre une offre conçue pour être consommée rapidement dans le bus ou dans le métro quand tout le monde est installé chez soi et n'a rien d'autre à faire que de s'installer confortablement devant la télé. Alors Jeffrey Katzenberg et Meg Whitman ont bien essayé de vendre Quibi, mais personne n'en a voulu. Reste désormais à voir si des programmes individuels pourraient être sauvés par d'autres plateformes de streaming. Merci beaucoup Charles Decamp, à demain pour un nouveau journal des médias.